Alors maintenant, la presque dernière partie, c'est ce qui concerne en fait les différents types de sites web. Alors, nous voulons faire une formation sur les sites web. C'est vrai que précédemment, j'ai un peu essayé de présenter les différents sites qu'on peut avoir. Mais c'est très important de connaître les types de sites web qu'on peut avoir avant même de s'aventurer dans la création de sites internet. Parce que si on ne peut pas déjà cadrer quel est mon type de site web que je vais créer, c'est problématique. Ça va être même compliqué pour vous-même qui voulez créer. Parce que vous allez vous lancer en fait les yeux bandés. Donc, il est important pour vous qui voulez créer cet internet, savoir quel est le type de site web que je vais créer. Donc, nous allons donc voir quoi le panorama de grandes catégories de sites web. Une fois qu'on aura vu la grande catégorie de sites web, on va présenter en fait les avantages et les limites de chaque type. On va faire ça de manière rapide, c'est pas compliqué. Forcément, chacun de vous ici a déjà visité un de ces sites web un jour. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, alors tout à l'heure, j'étais en train de dire que nous allons donc présenter les différents types de sites web. Et lorsqu'on parle de sites web, avant même de se lancer en fait dans la création de sites web, il faut comprendre quel type de site web vous allez construire. Si vous avez un projet de site web, il faudrait que vous puissiez cadrer le type de site web que vous allez construire. En cadrant votre type de site web, ça vous permet déjà en fait de connaître ce que vous allez mettre sur WordPress, quel thème vous allez choisir, quelle extension vous allez installer. Donc, le choix ou alors la catégorisation en fait de son type de site web, c'est une étape très essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Parce que l'arborescence de votre site, parce que quoi? Tout type de site web qu'on construit a ce qu'on appelle une arborescence. C'est-à-dire qu'on a une structure de façon comme un arbre. Donc, on a le parent, on a l'accueil qui est en haut. Ensuite, on a les différentes pages. Page à propos, page de contact, page de, page de demande de devis. C'est une structure arborescente. Comme un arbre. Il y a les feuilles, il y a les arbres. Il y a la racine, il y a le tronc, il y a les feuilles, il y a les branches. C'est la même chose avec un site web en fait. Donc, c'est une étape très importante. Pourquoi? Parce que l'arborescence de votre site internet va en découler. Premièrement, vous choisissez le thème WordPress qu'on va utiliser en fonction du type de site web qu'on va prendre. Les fonctionnalités qu'on va prendre, en fait, qu'on va utiliser, c'est en fonction du site internet. Et les fonctionnalités, le plus souvent, c'est les extensions qui nous permettent de les utiliser, de les incorporer autant pour moi. Même au niveau du ton et de la communication, si vous vous rappelez très bien ce qu'on a parlé tout à l'heure du ton et de la communication, c'est la même chose. Chaque type de site web a un ton qu'on adopte en fait. Donc, tous les sites web en fait, WordPress ne se ressemblent pas. Il est inutile en fait d'installer un thème par exemple e-commerce si vous voulez faire par exemple de la prestation de services. Donc, vous n'allez pas prendre un site e-commerce pour faire la prestation de services ou bien pour faire la présentation d'une entreprise. Ce sera vraiment bancal. Ce sera vraiment pas. Dès que quelqu'un va entrer, il va voir le panier pour dans un site de présentation. C'est pas correct. On ne vend pas dans un site de présentation. Donc, il faut savoir catégoriser son site web. Et maintenant, de nos jours, il y a cinq, bon, je peux dire qu'il y a cinq, hein, je veux que ce n'est pas exhaustif, mais il y a quand même cinq grandes familles de types de sites internet qu'on peut créer. La première famille, c'est ce qu'on appelle des sites vitrines. Vous avez vu, depuis le départ, je parle de sites vitrines. Et lorsqu'on parle de sites vitrines, en fait, c'est tout simplement les sites web qui permettent de faire de la présentation. On veut par exemple présenter notre entreprise, on veut par exemple présenter nos services. Si nous sommes des freelances, si nous faisons de la prestation de services, on veut par exemple présenter nos services. Si nous sommes artisans, on est par exemple cordonnier, tailleur, c'est tout ce qui entre dans l'artisanat, les peintres, on veut par exemple présenter nos services en ligne. Ça veut dire que notre site internet va entrer dans ce qu'on appelle la catégorie des sites vitrines. Et donc, si votre site web est un site vitrine, il y a des éléments qu'on connaît à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Parmi les pages de votre site, en fait, on aura une page d'accueil, on aura par exemple une page à propos. Quand vous lisez, il y a le nom, vous savez déjà que vous savez un peu ce que ça veut dire. On aura une page à propos, on aura une page service, et on aura une page peut-être réalisation.
Ça, c'est ce qui entre dans la catégorie des sites vitrines. On peut ajouter d'autres pages. On aura par exemple une page de contact. C'est un cas concret de la catégorie de sites vitrines. Dans les sites vitrines, il n'y a pas de fonctionnalité proprement dit. On vient juste présenter une offre, par exemple, pour les gens qui font la prestation des services. On vient présenter notre entreprise et ce qu'elle fait. Dans le cas des entreprises, en fait. Si nous sommes indépendants, si nous sommes des travailleurs, peut-être freelance, comme dans la création de sites internet, on va juste présenter nos différents services qu'on offre et les prix. Vous voyez que c'est juste des vitrines. C'est un peu comme la vitrine, c'est-à-dire quoi? On présente tout simplement. Je vous ai donné des exemples de pages qui entrent à l'intérieur. Et les gens qui peuvent créer ce type de site web, il y a qui? Ça peut vous permettre, par exemple, si vous faites de la prestation de services, de connaître qui cibler. Par exemple, un coach, par exemple, en développement personnel peut avoir besoin de site internet. Un coach en nutrition peut avoir besoin de site internet. Un électricien peut avoir besoin d'un site internet pour présenter ses services qu'il offre. Et les gens peuvent partir le contacter directement là-bas pour, pour réserver en fait. Il peut également mettre ses réalisations. Donc, s'il a réalisé par exemple des chantiers, il va filmer tous ces montages qu'il a fait, il va mettre ça à l'intérieur. Un consultant, par exemple, en quel que soit le domaine, peut également créer un site internet vitrine. Également, un avocat peut créer un site vitrine. Donc, vous voyez que voilà des cibles. Si vous êtes un prestataire de services, en fait, il y a des personnes que vous pouvez aller toucher pour leur proposer vos services de création de site internet. Et maintenant, dans les sites internet, en fait, qu'est-ce qu'on appelle des fonctionnalités? Donc, au fur et à mesure, je vais essayer un peu de. Je vais prendre quelques exemples. Hein, pour prendre des exemples. Dans chaque catégorie, je vais prendre quelques exemples. Je vais vous parler, par exemple, des objectifs, du contenu qu'on peut avoir, des exemples et des fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc, si je prends, par exemple, la catégorie de site vitrine, la catégorie de site vitrine n'a pas de grandes fonctionnalités, mais elle a quand même des fonctionnalités. Le formulaire, par exemple, dans un site vitrine, il faut toujours un formulaire de contact. Par exemple, si vous êtes une entreprise en fait qui fait par exemple de la prestation de services, il faudrait que sur votre site internet, il y ait un formulaire de contact. Pourquoi? Parce qu'un client qui a pris un service en fait peut venir vous contacter soit pour faire un retour et vous pouvez récupérer ce retour-là pour l'afficher dans votre site internet comme une preuve sociale. Très important. Donc ça, c'est l'une des fonctionnalités d'un site web vitrine. Également, on peut avoir une carte Google. La carte Google, c'est tout simplement pour localiser son entreprise, son entreprise, alors ouais, son business. Si par exemple, vous avez un bureau quelque part et les gens veulent venir chez vous facilement, il faudrait que vous puissiez mettre une page, dans une page par exemple de contact, votre carte de localisation. Ça permet à ceux qui veulent venir directement de suivre la carte pour vous retrouver facilement, sans vous appeler et tout. Également, les témoignages, à ne pas oublier. Il faudrait que dans votre site internet, il y ait toujours une fonctionnalité de témoignage. Parce que pour convaincre les gens, en fait, il faut qu'il y ait des témoignages. Vous allez voir, tous ceux qui font des prestations de services, ou alors des ventes en ligne, ils vont toujours publier ce qu'on appelle des témoignages, ou alors des preuves sociales. C'est très important, en fait. Alors maintenant, nous allons passer donc à la deuxième catégorie de sites internet. Donc, si quelqu'un a une question, à tout moment, il peut la poser. Il a juste la main, il la pose. Donc, on a fini avec les sites vitrines. Il y a 10 qui entrent dans les sites vitrines. La deuxième catégorie la plus utilisée également. Voilà, les sites vitrines sont les sites les plus utilisés. Quand je vous ai dit par exemple que 43% des sites internet sont des sites WordPress, c'est parce que quoi? La majorité des sites internet sont faits par les entreprises en fait, les sites vitrines. Quelle que soit l'entreprise que vous allez voir, le site vitrine est toujours fait avec WordPress. Je vous ai pris l'exemple l'autre jour. UBA, Orange Cameroun, MTN Cameroun, les grandes entreprises que vous connaissez au Cameroun. Le site vitrine est toujours fait avec WordPress. C'est pour vous dire que les sites vitrines, en fait, ils sont à la tête en fait, des familles de sites internet. Donc, après les sites vitrines, nous avons la grande catégorie qui est mondiale, les sites e-commerce. Aujourd'hui, c'est la vente en ligne qui prime. Que ce soit la vente des services, la vente des produits et tout. Et donc, la catégorie de sites e-commerce a pour objectif en fait de vendre des produits ou alors de vendre des services en ligne. Si vous vendez vos produits en ligne, si vous vendez vos services en ligne, ça veut dire que votre site est de la catégorie site vitrine. Et donc, si votre site est de cette catégorie, ça veut dire que le contenu va aller avec cette catégorie-là. Et dans la catégorie de site vitrine,
dans votre site internet, on doit toujours avoir, premièrement, un catalogue en fait de vos produits ou de vos services. Donc, vous devez avoir une page qui liste tous vos services ou alors une page qui liste tous vos produits. Ça, c'est le premier contenu d'un site vitrine, d'un site web e-commerce autant pour moi. Et maintenant, dans cette catégorie également des sites vitrines, il faudrait que chaque produit ait ce qu'on appelle une fiche produit. C'est-à-dire quoi? Chaque produit que vous avez mis doit avoir une fiche de description. Vous devez décrire entièrement votre produit. Vous devez décrire entièrement votre service que vous proposez. Et l'un des contenus également qu'on a dans une page, dans un site e-commerce, c'est quoi? Le panier obligatoire. Il faudrait qu'il y ait un panier où on va réserver. Quand on clique sur, si le client vient par exemple dans un e-commerce, vous proposez par exemple des chaussures, vous proposez des manteaux, vous proposez des parapluies, il faudrait que l'utilisateur puisse par exemple acheter tous ces produits au même moment. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, il va acheter un produit, non. C'est la raison pour laquelle on parle de panier, un peu comme quand vous allez au supermarché, vous prenez un panier, vous mettez tous vos produits, à la fin vous allez à la caisse. Imaginez si vous allez au supermarché, vous allez prendre chaque produit, aller payer, revenir prendre un produit, aller payer. Donc il faudrait que votre site e-commerce intègre le fait que dans le site, il faut qu'il y ait un panier. Et également, tous les sites e-commerce, que ce soit un site e-commerce, service ou alors de produits, à ce qu'on appelle un tunnel de vente. Il faudrait que vous ayez un tunnel d'achat qui est bien établi en fait. On voit ça en profondeur lorsqu'on sera dans les sites e-commerce, dans la construction des sites e-commerce. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de questions, qu'on puisse continuer avec la troisième catégorie de sites qui existent. Alors, la troisième catégorie de sites qui existent en fait, ce sont les sites blogs ou alors les sites de médias. Alors, pourquoi il parle de sites de médias ou alors il parle de sites blogs? Parce que vous allez voir, on a beaucoup de sites web qui font le blogging en fait. C'est-à-dire quoi? Des gens qui seront spécialisés uniquement en fait de publier des articles. Ça peut être des articles d'actualité, ça peut être l'actualité d'un pays, ça peut être l'actualité dans un domaine précis et tout. Et avec ça même, vous pouvez faire ce qu'on appelle la monétisation. Dans l'une des parties de ce cours, il y a la monétisation. À travers un blog, par exemple, vous pouvez gagner de l'argent. La raison pour laquelle on parle de blogs ou alors de médias. Vous allez voir, les blogs et médias là sont ceux-là qui vont créer des sites web, qui vont leur permettre de publier des articles et avec ça, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Le contenu d'abord de site de type blog média, c'est quoi? C'est le fait qu'on va pouvoir ici là créer du contenu régulièrement pour, premièrement, attirer les clients, fidéliser les clients et informer ces clients-là. Alors tout à l'heure, Monsieur Brandon a posé la question de savoir si on pouvait avoir dans un même type de site web la fidélisation et, par exemple l'information. Ça répond à sa question directement. La majorité des sites web que vous allez voir, il y aura toujours un espace bloc. Si vous allez par exemple dans mon site, vous allez voir un espace bloc. Pourquoi? Parce que en mettant un espace bloc immédiat, ça permet de faire en sorte que vous créez un contenu de manière régulière. Ça va permettre d'attirer de nouveaux clients. Ça va permettre de fidéliser ces clients-là. Parce que quand il y a un bloc, en fait, ça fait que le référencement de votre site web devient beaucoup plus viral. En faisant des recherches sur Google, on va voir votre site internet. Les gens qui sont dans votre site internet, lorsqu'ils vont vouloir être informés sur un produit, ils vont aller dans le blog, ils vont voir des explications. Ça peut permettre également de mettre des tutoriels. Par exemple, vous vendez un produit qui est compliqué à utiliser. Dans l'espace bloc immédiat, vous pouvez donc décrire ce produit-là en fait. Donc, à l'intérieur dans le contenu, comme je dit tantôt, vous allez voir, dans un bloc, il y a ce qu'on appelle des articles. Dans un bloc, il y a ce qu'on appelle des catégories. Vous allez excuser les accents, hein. On passe à plus gentil ici. Dans un bloc, il y a ce qu'on appelle. Qu'est-ce que je dis? Dans un bloc, il y a ce qu'on appelle des tags. Dans un bloc, il y a ce qu'on appelle un auteur. Et dans un bloc, il y a ce qu'on appelle des commentaires. Et tous ces éléments-ci, en fait, permettent de
faire en sorte que votre site web soit beaucoup plus référencé, en fait. Et un exemple de blog qu'on peut avoir, c'est quoi? On peut avoir un blog autour de la tech, par exemple, qui parle des sujets technologiques. On peut avoir un blog qui parle de voyage, et qui parle, par exemple, de médias ou alors de cuisine. Libre à vous. Si vous voulez créer un blog, vous pouvez créer un site web uniquement un blog. Mais maintenant, si vous faites dans l'e-commerce, vous faites de la prestation de service, il faudrait qu'il y ait un blog associé. Si vous faites par exemple de la prestation de service, par exemple en développement web, il faudrait qu'à chaque fois vous créez des articles autour du développement web, par exemple. En fait, vous devez créer des articles autour de votre domaine d'activité. Et maintenant, dans un blog comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a? Il faudrait que les utilisateurs, votre persona, puissent pouvoir rechercher par exemple un produit, rechercher par exemple un article autant pour moi, qui puisse par exemple souscrire à une newsletter. Depuis, je ne fais que vous parler en fait de la newsletter. Pourquoi? Parce que la newsletter en fait est très importante parce qu'elle nous permet de fidéliser les clients, elle nous permet d'envoyer des promotions à nos clients, elle nous permet de garder nos clients en fait toujours revenir. Et dans un blog, on aura toujours l'option qui va permettre aux clients ou alors aux utilisateurs de partager sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est des fonctionnalités basiques en ce qui concerne les sites web de type blog ou alors de type média. Alors, si on veut partir dans une autre catégorie de sites web, l'avant-dernière catégorie, c'est les sites web de type institutionnel. Donc, si on veut prendre la dernière catégorie, on va dire site web institutionnel. Alors, c'est quoi les sites web institutionnels? Lorsqu'on parle de sites web institutionnels, en fait, c'est tout simplement des sites web qui vont permettre d'informer de manière officielle une audience qui sera large, en fait. Lorsqu'on parle d'institutionnels, c'est par exemple les collectivités, peut-être les ONG, peut-être les établissements publics d'un pays, par exemple. Donc, ici, là, par exemple, dans le contenu, on aura, par exemple, la présentation, on aura les actualités, on aura les rapports, on aura les formulaires. C'est un peu comme les sites web des ministères, par exemple, les sites web des ONG. Ils entrent en fait dans les sites web qu'on appelle institutionnels. Et ici, là, il n'y a pas trop de fonctionnalités. Ici, là, dans les sites institutionnels, on privilégie beaucoup plus le multilingue. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que le site web soit en plusieurs langues. Parce que le site web, tout ce qui est institutionnel, c'est le monde entier. Le plus souvent, les différents autres types de sites web qu'on a cités, site vitrine, site e-commerce, site blog, le plus souvent, ce sont des sites web qu'on utilise uniquement dans le pays. C'est vrai qu'on peut les rendre internationaux, mais à la base, ce sont des sites web pour vendre un produit peut-être dans le pays, pour présenter un produit au pays, aussi à l'international. Mais les sites institutionnels ont vocation à être internationaux. Raison pour laquelle on privilégie ici le fait qu'il soit en plusieurs langues. Le site web doit être en langue française, en langue anglaise, en langue chinoise. Trois langues les plus utilisées dans le monde, au moins en fait. Alors, je pense qu'ici, là, on n'a pas besoin de trop s'appesantir. Le dernier type de site web qu'on peut voir en fait, c'est les sites web de type plateforme ou alors qu'on appelle des SAS, des SaaS. On les appelle des SaaS ou alors encore des applications. Donc, ça, c'est une grande catégorie en fait de sites web. On a les sites web de type plateforme ou alors les sites web de type SaaS ou alors les sites web de type application. Alors, on parle de plateforme pourquoi? Parce que l'objectif en fait c'est de proposer des fonctionnalités. Si quelqu'un vous parle que je veux créer une plateforme, je veux créer un SaaS, je veux créer une application, ça veut dire que son objectif ici en fait c'est de faire quoi? De proposer des fonctionnalités interactives. C'est-à-dire quoi? On veut réserver par exemple quelque chose, on veut un espace membre où on va s'inscrire et tout. Vous voyez que le site web c'est une plateforme à part entière, différente en fait des plateformes classiques. Alors regardez très bien, à chaque fois que je vous ai donné un type de site web, je vous ai donné l'objectif. Je peux vous dire que l'objectif que vous allez présenter là, c'est parce que ça va correspondre au type de site web que vous allez choisir en fait. Si vitrine vient parler de quoi? Présenter une entreprise. Si l'e-commerce vient parler de quoi? Vendre un produit ou un service. Le blog ou alors un média, ça veut dire quoi? L'objectif ici, c'est de créer du contenu de manière régulière
Et le dernier, en fait l'institutionnel, c'est quoi? C'est de former de manière universelle, de manière internationale. Et maintenant, lorsqu'on parle de plateforme, de SAS, de SaaS, ou alors d'applications, de projets de type application, tout simplement, en fait, des types de sites web qui permettent de proposer des fonctionnalités supplémentaires. Lorsqu'on parle de plateforme, par exemple, Facebook, c'est un site web plateforme. Il faut prendre comme exemple LinkedIn, une plateforme. Vous prenez les grandes plateformes qui existent, comme les grandes plateformes, Amazon par exemple, une plateforme. Vous voyez qu'ils proposent une plateforme et une application. Également, on a ce qu'on appelle des SaaS. Alors, si vous entendez parler de SaaS, c'est tout simplement une application en fait qui vend quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple. Il y a les sites web par exemple qui permettent de faire la facturation en ligne. Vous devez souscrire à cela. Il y a par exemple des sites web qui permettent de faire un certain nombre de choses et vous obligent à faire des souscriptions. C'est ce qu'on appelle des SaaS en fait. Ils vous proposent quelque chose, mais vous devez payer un abonnement en fait. Donc, tous les types de sites web que vous voyez qui vous proposent des abonnements dans le site web pour bénéficier en fait des fonctionnalités, ce sont des SaaS. Pour les sites web applications, vous aurez compris. Si vous voulez une application de réservation de voiture, de réservation d'hôtel, ce sont des applications en fait. Donc, et dans ce type de plateforme en fait, que ce soit une plateforme, un SaaS, une application, l'objectif, comme j'ai dit tantôt, c'est de proposer des fonctionnalités qui seront interactives. Interactives autant pour moi. Et le contenu, c'est quoi? Le plus souvent dans ce type de plateforme, on aura toujours la connexion, on aura toujours l'inscription, on aura toujours un tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quoi? C'est l'endroit où on aura les statistiques de tout le site web en fait. Et à côté de ça, on aura des modules qui seront personnalisés. Ça va dépendre du type que vous voulez. Avec votre presse, vous pouvez le faire, mais pour faire des sites web vraiment qui concurrencent celles qui existent, le plus souvent le fait avec des technologies à part entière en fait. Et l'exemple de plateforme, je vous ai cité des exemples de plateforme. Si vous voulez gérer vos clients, par exemple, il y a par exemple des logiciels comme Sage, Sari, qui permet de gérer les clients dans une application, dans une entreprise, autant pour moi. Si vous voulez par exemple faire des cours en ligne, c'est une application de type plateforme. WordPress permet de le faire, mais c'est une application de type plateforme. C'est une plateforme de cours, par exemple. Ça a plusieurs fonctionnalités. Les gens vont s'inscrire, les gens vont se connecter, on va ajouter des cours, ils vont suivre ces cours-là, en fait. J'espère que vous avez essayé de compris, vous avez compris autant pour moi les 5 exemples de plateformes que nous avons discuté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc, pour terminer, bon, on va essayer de le rattraper. Hein. Excusez si le temps, on prend un peu votre temps, on a perdu le temps au départ. Donc, pour terminer cette partie, je vais tout simplement vous dire un peu comment vous pouvez donc essayer de choisir le bon type de site web. Parce que c'est important. Au départ, ça peut être compliqué de dire que bon, je veux tel type de site web. Mais c'est à partir de la description que vous avez faite dans le cahier des charges que vous savez à quelle catégorie appartient votre site web. Mais de manière professionnelle, bon, on a déjà défini les types de questions qu'on peut se poser pour savoir à quelle catégorie votre site web va appartenir. Il y a certaines questions qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce que je veux présenter ou vendre? Si vous répondez à cette question, vous allez connaître où placer votre type de site web. Est-ce que je vais publier du contenu régulièrement? Quand je pose cette question, vous comprenez déjà. C'est un bloc, je parlais d'un bloc. Est-ce que je veux présenter cette vitrine? Est-ce que je veux vendre? Site de vente en ligne, de commerce. Maintenant, est-ce que l'utilisateur doit interagir avec le site? Si l'utilisateur va interagir avec le site, ça veut dire quoi? C'est déjà une plateforme, c'est déjà une application. Il faudrait prévoir la connexion, la déconnexion, des fonctionnalités spécifiques. Est-ce que j'aurais besoin d'un système de paiement? Oui, si on a besoin d'un système de paiement, ça veut dire quoi? On entre déjà dans les applications de type, les sites de type service, vente en ligne. Si, est-ce que mon site va permettre de gérer le stock? Oui. Si mon site gère le stock, ça veut dire quoi? Je suis d'un site web de vente en ligne, par exemple. Donc, en répondant à ces 4 questions, par exemple, que je viens de citer, vous pouvez donc connaître, alors vous allez pouvoir donc connaître ou alors identifier quel est le type de site web, ou alors quel est le type de site web adapté dont j'ai besoin. Et maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Hein. Lorsqu'on parle de, de, de- comment choisir son site web, il ne faut pas confondre en fait le fait qu'on va dire euh, quel est le thème que je vais choisir. Parce que lorsqu'on parle de site web, il y a le thème. Bon. Choisir le type de site web avant de choisir le thème, on ne doit pas le faire. Parce que si, comme j'ai présenté au départ, si vous partez choisir un thème WordPress,
sans avoir choisi votre site web, je l'ai rappelé tout à l'heure, ce sera un gâchis. Vous allez aller acheter un, site, un template, par exemple, un thème pour faire le e-commerce, pourtant, votre entreprise, c'est un blog. Votre site, c'est un blog. Ou alors, votre site, c'est pour présenter une entreprise. Donc, c'est un gâchis de vouloir aller acheter un site web avant. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le plus souvent, quand vous débutez, bon, je vois souvent beaucoup ça, il y a les débutants, lorsqu'ils commencent, ils partent directement acheter les templates. Parce qu'ils veulent créer un site, ils savent que non, on m'a dit que pour créer un site, il y a besoin d'un template. Du coup, directement, il va acheter un template et il est dans la merde, quoi. Et le bon réflexe, donc, si vous voulez créer un site internet, c'est premièrement, définir votre objectif. Comme j'essaie de le rappeler depuis le début, définir votre persona, c'est-à-dire votre client cible, définir votre type de site. Une fois que vous avez donc défini ces trois éléments, en fait, soyez-en sûr, vous allez donc aller choisir un bon thème. Vous aurez donc le bon type de site web, vous allez choisir un bon thème qui va avec et ça va vous permettre de ne pas bricoler votre site internet, d'aller pas à pas afin d'avoir un site web qui sera adapté à vos besoins. Donc, c'était tout à ce qui concerne donc, les différents types de sites web. Et je pense que vous avez essayé de, vous avez retenu grand chose. Notamment, comment choisir bon type de site web, comment clarifier vos besoins lorsqu'on veut créer un site Non, si vous internet. avez une question, Ouais. sans vous couper. Bon, vous venez de dire, pour choisir un bon template, il va devoir falloir clarifier des objectifs. Exactement. Maintenant, hier, vous avez dit également qu'on ne peut, qu'à part les codeurs, donc ces personnes qui ont l'amabilité de coder, d'écrire du code, qui peuvent modifier les informations dans WordPress. Mhm. Est-ce que c'est possible pour nous, si je choisis un template, après j'apporte des modifications, des touches un peu personnelles? Oui, lorsqu'on prend un template, en fait, il y a les touches personnelles qu'on peut faire directement dans WordPress. Lorsqu'on parle de la modification, en fait, c'est beaucoup plus côté fonctionnalité. Quand on a un template, en fait, on peut tout modifier ce qu'on veut. La couleur, le texte et tout. Le template, c'est juste une structure de base, en fait. Lorsqu'on parle de template, de codeur, c'est pour la personnalisation côté code, en fait. Quand on achète un template, en fait, il y a un minimum qu'on peut modifier. Il y a un paramétrage qu'on peut faire, en fait, en fonction des besoins. Donc,